Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue, émission particulière pour ce numéro d'Écho de l'Écho. La 4e saison d'Écho de l'Écho s'achève, marquant une nouvelle étape dans l'exploration des dynamiques économiques qui façonnent notre quotidien et nos entreprises. Cette saison a une fois de plus confirmé le rôle central de l'émission comme une plateforme d'échange et de réflexion, offrant des clés pour comprendre et agir dans un monde en constante mutation. Au fil donc des épisodes, avec notre ami Lavoie, nous avons abordé des thématiques variées, allant des enjeux de la transition énergétique à l'impact des nouvelles technologies sur l'emploi, sans oublier les défis économiques locaux, régionaux et globaux. Cette saison a été marquée par un focus particulier sur l'entrepreneuriat, avec des invités inspirants, partageant leur parcours, leurs réussites et les leçons tirées de leurs échecs. Nous avons également analysé les grandes réformes économiques, tout en donnant une voix aux petites entreprises et aux start-up, souvent négligées dans les débats, sans oublier les questions d'intégration régionale. Regardez. De façon spécifique, la ZLECAf, rappelez-nous quelle était l'ambition recherchée par ces initiateurs. Selon les politiques mises en place par l'Union africaine, un des objectifs qui avait été fixé, et c'est d'ailleurs le plus pratique à la zone de libre-échange continentale, c'était de doubler le volume du commerce intra-africain dans une période de temps de 10 ans. Dans la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc l'objectif, c'était de créer un cadre qui devrait permettre de multiplier par 2 le volume du commerce intra-africain. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, le commerce que les États africains effectuent entre eux représente en moyenne 15% de leur commerce total. Pour ce qui concerne les marchandises spécifiquement, parce qu'après le commerce des services, c'est autre chose. Donc l'idée, c'était d'amener ce taux à au moins 30%, et en considérant que dans les autres parties du monde, on a ce volume du commerce intracommunautaire peut atteindre 50 à 60% du commerce total que les États membres de la communauté font entre eux. Donc on a encore du chemin à faire. 3 ans passés après le lancement de la ZLECAf, on en est où en Afrique centrale en Afrique centrale, on a aujourd'hui 2 pays qui commercent avec certains autres pays africains sous le régime de la ZLECAf. C'est le Cameroun et le Rwanda. Le Cameroun a déjà effectué plusieurs exportations au titre du régime préférentiel de la ZLECAf avec un certificat d'origine ZLECAf. Le Rwanda aussi en a fait quelques-unes. Le Cameroun importe des matières premières et des produits intermédiaires d'autres pays, notamment des pays d'Afrique du Nord, pour les industries nationales au titre de la ZLECAf. Donc, les progrès sont en cours. Et on a aujourd'hui un certain nombre d'autres pays qui sont dans les procédures internes préalables pour que leurs entreprises soient en même de bénéficier du régime préférentiel de la ZLECAf. Et pour cela, il y a des formalités qu'il faut faire au niveau national. Ça ne suffit pas de signer et de ratifier l'accord, mais il faut encore que les instruments opérationnels de l'accord soient traduits dans le corpus réglementaire interne. Par exemple, je vous parlais dans une des éditions précédentes de ce qu'on appelle la liste de concessions tarifaires. Donc, il faut que le pays insère sa liste de concessions tarifaires dans sa loi de finances pour permettre que les administrations douanières reformatent leur système électronique afin d'appliquer aux marchandises en provenance des États tiers, des autres États de la ZLECAf, le régime préférentiel qu'eux-mêmes ont défini dans le cadre de la ZLECAf pour les marchandises. Mais là, il y a... Mais attention, permettez-moi, mais attention. On parle souvent trop de marchandises en parlant de la ZLECAf. La ZLECAf, ce n'est pas que les marchandises. La ZLECAF, c'est le commerce des services. Et on sait aujourd'hui que pour l'Afrique centrale, par exemple, quand on regarde la contribution des différents secteurs
de l'économie à la création de richesses, le commerce de services contribue à environ 37% de la création de richesses en Afrique centrale. Donc ce n'est pas une chose à négliger. Et la ZLECAf offre d'énormes potentialités en matière de promotion du commerce des services. Ce n'est pas que ça, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, la ZLECAf va bien au-delà du commerce des marchandises seulement. Et ces différents domaines qui sont couverts par l'accord nécessitent une attention particulière en termes de réforme pour pouvoir tirer profit. Techniquement, c'est quoi le CAPS? Le CAPS, déjà, dans les faits, c'est une interconnexion par des pipelines. Il faut savoir que le CAPS a débuté dans les faits. Aujourd'hui, vous avez un pipeline qui part du Tchad pour le Cameroun. Ils sont interconnectés en gaz. Et à charge pour nous, et nous sommes en train de travailler dessus, de positionner une centrale modulable à l'arrivée. C'est-à-dire que le pipeline qui part du Tchad pour le Cameroun, où il n'y a que du pétrole, on est en train de travailler sur une centrale pour faire en sorte qu'on puisse transformer ça en électricité. Donc, le Tchad sera à la fois un exportateur de pétrole à l'international, mais également un distributeur d'énergie dans la CEMAC. Aujourd'hui, vous avez un deuxième projet qui est en cours, c'est de connecter la Guinée équatoriale et le Cameroun également. Et cette connexion va se faire au niveau de Kribi. Et avec, toujours dans le cas du CAPS, nous travaillons sur la mise en place d'une centrale modulaire à Kribi, qui sera le lieu de rencontre et de transformation. Donc, dans les faits, on a commencé l'interconnexion, à charge pour les États qui n'ont pas encore mis en œuvre de débuter également. Et nous sommes très optimistes vu l'adhésion des chefs d'État de la CEMAC à ce projet-là. Comment le projet peut-il contribuer à l'amélioration justement des compétences locales et au transfert des technologies? OK. Parce que les compétences, on en a. Maintenant, il faut les améliorer. Oui. Avec le CAPS, comment on fait? D'accord. Je vais rester sur les technologies. Nous avons des entreprises avec qui nous travaillons en Corée du Sud qui ont un système de centrale modulable de dernière génération. L'avantage d'une centrale modulable de dernière génération, comme celle qui est en Corée du Sud, c'est que vous réglez la problématique de la transition énergétique, vous réglez la problématique du développement durable, vous réglez la problématique de la préservation de l'environnement pour les générations futures. Elles répondent à ces critères-là. À côté de ça, ces acteurs qui interviennent dans le projet, ils viennent de façon temporaire. Et donc, nous, qu'est-ce que nous faisons? Vu qu'il y a un volet formation avec la CEMAC et la CEAC, parce que le CAPS contribue également à la formation et au développement de pôles de formation universitaire dans les pays où ils se trouvent, vous allez avoir les acteurs du projet, les équipes formation, il y a même des professeurs d'université, et ensuite, on va avoir, si vous voulez, comment on appelle ça, des zones projets pilotes ou des profils projets pilotes, mais là, on regardera également avec les États à charge pour eux de mettre à disposition des bases de données, et ensuite, il y aura un croisement de compétences. L'idée, comme je disais, c'est que le CAPS le pipeline est construit, mais une fois qu'il est construit, il faut de la maintenance. Et la maintenance ne relèvera que des compétences locales dans la mise en œuvre du projet que nous faisons. Alors, ces opérateurs ont l'obligation de mettre en œuvre ces politiques de contenu local pour favoriser effectivement l'emploi des compétences locales. Nous avons le transfert des technologies, nous avons le transfert des compétences aux Gabonais, parce que nous avons une expertise aujourd'hui, et aux entreprises autochtones. Nous avons effectivement une plus grande prise en compte et participation des entreprises autochtones dans ces différentes opérations. Alors, quand on parle d'entreprises autochtones, parce que c'est un des termes clés qui reviendra tout au long de cette émission, entreprises autochtones est différente. C'est-à-dire des entreprises nous avons les sociétés, détenues par des Gabonais? Voilà, nous avons des sociétés de droit gabonais, donc des sociétés qui sont créées et domiciliées en République gabonaise, et nous avons des sociétés ou des entreprises autochtones. Il y a trois critères majeurs dont le capital doit être détenu à minimum à 60% dans certains secteurs, comme le secteur pétrolier, par des nationaux. Ils doivent en assurer la direction, le deuxième élément. Et le troisième élément, les nationaux doivent effectivement représenter plus de 80% minimum des effectifs total. Donc voilà les trois critères. Dans certains secteurs comme les BTP, on voudrait effectivement que c'est au minimum 51% du capital qui doit être détenu par des Gabonais et en assurer la direction. Donc voilà les critères effectivement majeurs
concernant quand on parle effectivement de politique de développement de contenu local. Parler du développement du contenu local, peut-être que le Gabonais lambda ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Il se dit en quoi cela me concerne, moi qui suis peut-être étudiant, moi qui suis vendeuse au marché, moi qui suis médecin, en quoi développer le contenu local aura un impact sur ce que moi je fais dans mon activité ou même dans l'aisance, mon portefeuille. Comment est-ce qu'on établit le lien? Comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens qu'en développant le contenu local, ça va améliorer leurs conditions de vie, j'espère? Non, ça ne peut qu'améliorer la condition de vie. C'est vrai que ça semble évasif, ça semble évasif ce terme, mais je dis dans la conscience populaire, quand on parle simplement de contenu local, on parle de priorité nationale. Bien. On parle de compétences locales. On parle de transfert des compétences, transfert des technologies. On parle d'entreprises autochtones. On veut effectivement regarder sur les différents marchés. Nous n'avons pas d'entreprise quasiment dans des secteurs. Nous n'avons pas de modèle de réussite aujourd'hui. C'est une problématique. Tout coûte cher. Ça veut dire qu'effectivement, si nous avons des entreprises qui produisent en grande quantité, il y aura des répercussions sur le panier de la ménagère. C'est ce que nous souhaitons. Il y a des emplois qui vont se créer. Donc, vous voyez l'effet multiplicateur qu'il va avoir derrière cela également. Elles vont payer des taxes et des impôts également. Donc, il y a un effet multiplicateur qui va être bénéfique pour l'ensemble des populations. C'est pour ça, effectivement, nous disons, contenu local, c'est un secteur, c'est un concept important et crucial pour le développement de notre pays. D'autres pays nous ont devancé là-dessus. Des pays qui ont réussi, lorsque vous allez au Cameroun, vous allez au Nigeria, vous allez dans certains pays européens ou même la Chine. On parle de contenu local. Vous voyez les entreprises chinoises, comment elles fonctionnent. Mais c'est cela que nous voulons effectivement. Il faut que nous ayons des modèles, des champions dans tous nos secteurs clés et stratégiques dans les 5 prochaines années. Cette année, Éco de l'Éco a accueilli des économistes de renom, des chefs d'entreprise visionnaires, des leaders d'opinion, mais aussi des citoyens engagés qui, chacun à leur manière, contribuent à la construction d'une économie plus inclusive et durable. Les échanges ont permis d'explorer des solutions innovantes et des initiatives audacieuses pour relever les défis économiques actuels. Je vous propose de revivre certaines grandes interviews. Regardez. Alors, parlez-nous de ces erreurs-là que les entrepreneurs commettent au Gabon, puisqu'on est au Gabon, et comment est-ce que les structures peuvent les sortir de ces différentes difficultés? La première chose, c'est que lorsqu'on a un entrepreneur et qu'on a une start-up, on n'est pas une grande entreprise en miniature. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des marchés à petite échelle qu'on doit faire comme les grandes entreprises à petite échelle. Ça ne marche pas comme ça. Concrètement, si aujourd'hui je gagne une business compétition et que je reçois 10 millions de dotations en financement pour développer mon business, la première chose que je vais faire, ça ne peut pas être d'embaucher une assistante. Ça ne peut pas être d'acheter une voiture. Ça ne peut pas être de m'acheter des nouveaux costumes. Ça ne peut pas être d'aller louer des locaux dans le plus grand building de Libreville. Ce n'est pas possible parce que toutes ces choses-là ne participent pas à la production de mon produit. Si je gagne 10 millions de francs CFA dans une compétition, je dois utiliser le maximum de ces ressources pour améliorer ma capacité de produire et ma capacité d'atteindre mon marché. Donc, je dois investir dans mes outils de production. Parce que ces outils de production vont produire plus de marchandises et donc vont me permettre de vendre encore plus et donc d'augmenter mon revenu. À ce moment, j'aurai investi au lieu de consommer. La deuxième chose que font très souvent les entrepreneurs locaux, c'est de passer leur temps à promouvoir leur propre personne plutôt que leurs produits. À ce moment, ça peut marcher. Il y a plein d'exemples aujourd'hui d'entreprises qui ont réussi par la notoriété de leurs porteurs de projets. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que pour peu que vous ayez un scandale personnel, votre produit perd complètement sa notoriété sur le marché. Donc, à ce moment, autant détacher votre image personnelle de votre produit et de vous battre pour que votre produit soit, lui, beaucoup plus connu que vous. Je vous citerai beaucoup d'exemples de personnes qui n'ont pas de nom, ne sont pas connus pour étant les porteurs de projets, mais pourtant ont des entreprises que tout le monde utilise aujourd'hui. Mais c'est assez difficile. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'intervient la notion de performance? Quand on dit que tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde n'a pas la capacité de performer. Quelque chose que j'ai d'ailleurs entendu avec vous. Exactement. C'est exactement ça
la réalité de l'entrepreneuriat. Je vous ai dit, c'est le plus grand métier, c'est le plus dur métier au monde. Donc effectivement, tout le monde pourra lancer une entreprise, tout le monde pourra avoir une idée géniale, mais très peu de personnes auront la capacité de transformer cette idée géniale en entreprise pérenne. Et à ce moment, on a donc besoin de se faire accompagner. On va se faire accompagner au début par un incubateur qui va contrôler nos finances et s'assurer que chacune de nos dépenses sont opportunes. Une fois qu'on aura réussi à sécuriser ce risque de gestion financière, on va adresser le besoin de développement commercial. Et là, l'incubateur va nous permettre d'affiner notre connaissance du marché et du client pour pouvoir vendre le mieux notre produit. Puis, vous allez arriver à la phase où vous allez vous faire accompagner par des cabinets de conseil qui, eux, vont vous aider à développer votre stratégie de développement, faire des alliances importantes qui vont vous permettre de grandir et de rendre périn votre activité. Là, c'est vraiment une démarche bien explicite en tant qu'entrepreneur pour performer et atteindre son objectif. Mais quelles sont les différentes étapes pour lever des fonds, pour véritablement maximiser ses chances et se dire « j'ai envie de me lancer dans un business, je sais que pour l'instant, une banque en griffe ne peut pas m'accompagner ». Quelles sont les stratégies à mettre en place pour atteindre une levée de fonds assez solide et lancer son business? Aujourd'hui, si vous êtes à l'étape de l'idée de projet, allez-y participer à des concours d'entrepreneuriat, participez à des programmes d'entrepreneurs, vous allez pouvoir lever des fonds là-bas. J'ai une entreprise de fabrication de chaussures, une grande entreprise au niveau national. Moi, en train d'appliquer une politique RSE et puis on me dit non, ça aura un impact sur la croissance de ton entreprise ou des retombées économiques derrière. Je ne comprends pas très bien. Comment est-ce qu'on illustre cela? Oui, c'est vrai que le concept n'est pas toujours facile à appréhender, hein, et lorsqu'on appréhende, ce n'est pas toujours facile à appliquer. Mais c'est très simple. Notamment si on parle des petites entreprises ou des PME, notamment celles qui fabriquent les chaussures, etc. Mais comme je dis, il y a plusieurs pans de la RSE. Hein. J'ai parlé du pan environnemental, du pan social et le pan notamment sociétal. Sur le pan environnemental, une entreprise qui fait justement des chaussures, par exemple, peut facilement s'imaginer comment est-ce qu'elle va réduire la production de déchets. Hein, ou la gestion des déchets. Parce que toute entreprise, lorsqu'elle produit, elle crée forcément des déchets. Donc, même dans ma petite conception de mes chaussures, comment est-ce que je traite la question des déchets qui découlent justement des produits que j'utilise pour les fabriquer? Comment est-ce qu'on les gère? Même pour les petites PME, TPE qui font, par exemple, je prends un exemple, la maman qui va faire des croquettes ou de l'arachide et va la mettre en bouteille. Mais dans l'approche RSE, c'est de se poser la question, l'emballage, est-ce que je dois utiliser l'emballage plastique, sachant que le plastique met du temps à se dégrader dans la nature? Est-ce que je dois pas plutôt utiliser un emballage qui est en papier, parce qu'à partir de ce moment-là, je réduis mon impact sur l'environnement. Vous voyez, donc ça peut être intégré à n'importe quel niveau, à n'importe quelle taille d'entreprise, donc ça ne dépend pas de la taille. C'est juste comment est-ce qu'on regarde le monde et l'impact qu'on pose chaque fois qu'on va dans une activité entrepreneuriale. Donc les enjeux de la RSE ne sont plus à démontrer. Les retombées économiques derrière sont réelles. Peut-être qu'on aura le temps de développer un peu plus. Au niveau du Gabon, comment est-ce qu'elle est accueillie, cette RSE, du regard de l'observateur que vous êtes? Quelle lecture vous en faites en termes d'appropriation au niveau des entreprises? Alors, très bonne question. Hein. En tant qu'apôtre de la RSE, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse et c'est une observation également qui m'intéresse. Alors, il faut dire que la RSE, bien qu'elle soit née au 19e siècle au Gabon, elle commence véritablement dans les années 90, hein, notamment avec les activités menées par des sociétés pétrolières, hein, que je ne cite pas, Shell, Total, etc. Donc, c'est le début en réalité de la RSE au Gabon. Dans les années 90. Elle a plutôt évolué, avec moins justement dans les activités pétrolières, parce que Shell est en partie, mais la société qui la remplace fait très bien la suite. Elle a également pris un autre souffle avec d'autres entreprises, notamment le secteur minier, comme Ilor, qui fait très bien effectivement ce qu'elle fait aujourd'hui en matière de RSE. Donc, elle a évolué comme ça, beaucoup plus dans les industries extractives.
Maintenant, s'il faut tenir compte de l'évaluation de la RSE, je prendrai par l'exemple du rapport du laboratoire de recherche, il s'agirait de l'Université Marbongo, qui a fait une étude d'évaluation sur la RSE en 2022. On peut dire globalement qu'elle est encore pas très bien connue par les entreprises qui ont été interrogées. On parle à peu près de 50% de taux de notoriété. Et lorsqu'elle est connue, elle ne se matérialise pas en réalité dans la vision de ces entreprises-là. Et lorsqu'elle se matérialise, elle est essentiellement axée sur les aspects sociaux et notamment sur des aspects environnementaux. Qu'est-ce qui nous amène à restructurer notre entreprise? Ce serait bien déjà de définir le cadre de la restructuration d'entreprise. Allez-y. Pour dire qu'une restructuration d'entreprise est une opération par laquelle l'on va reprofiler ou réorganiser la structure organisationnelle de l'entreprise. Donc, on va la reprofiler pour atteindre un objectif bien particulier. Donc, à partir de ce moment, celui qui décide de réorganiser l'entreprise, peut-être que le propriétaire de l'entreprise, donc ce sont les actionnaires qui vont décider de réorganiser l'entreprise. Maintenant, ils vont la réorganiser sur la base d'une recommandation qui va être faite par un expert sur la base des constats qu'il aurait faits. Quelles sont les causes qui amènent finalement à la restructuration? Bien. Alors, il faut comprendre qu'une entreprise n'a de raison d'exister. Une entreprise commerciale n'a de raison d'exister que si elle génère et réalise des profits. À partir de ce moment, lorsqu'une entreprise ne réalise plus des profits, elle va ressentir ce besoin, cette nécessité de se réorganiser. Et pour qu'elle puisse se réorganiser, il va falloir savoir pourquoi est-ce qu'elle va se réorganiser. Donc, ces signes-là, on les perçoit à travers différents indicateurs. Vous avez des indicateurs de performance au niveau de l'entreprise. Lorsque les performances commerciales ne sont plus au rendez-vous, lorsque les indicateurs de rentabilité de l'entreprise ne sont plus bons, lorsque l'entreprise, pendant un bon moment, n'arrive plus à atteindre les objectifs qui ont été fixés, à partir de ce moment, on va se poser des questions de la raison pour laquelle ces objectifs ne sont plus atteints. Hormis ces causes-là, on a également, vous savez, l'entreprise évolue dans un environnement économique, un environnement politique, un environnement social, qui fait en sorte que cet environnement-là influence la vie de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'in fine, l'entreprise, son objectif, c'est de vendre un produit sur un marché. Et ce produit-là, sur le marché également, est influencé par les mutations économiques, par les mutations, les mutations sociopolitiques. Donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'on a une évolution de cet environnement économique, politique et social, on est également obligé de s'arrimer à cette évolution. Et donc, ça suscite souvent des restructurations. On a encore également des cas où les entreprises vont faire ce qu'on appelle les opérations de haut de bilan, des fusions ou des scissions d'activités. Scission d'activité, c'est-à-dire? Une scission d'activité, c'est-à-dire que vous avez une activité, vous avez plusieurs activités, et vous décidez de vous séparer d'une activité. Donc, à partir de ce moment, vous êtes également obligé de mettre en place un plan de restructuration. Donc, vous avez également des évolutions technologiques. À Gabon 24, on va dire, qu'aujourd'hui, pour émettre, vous avez besoin d'une certaine technologie, de certains appareils qui répondent à certaines normes. Et donc, à partir de ce moment, si vous n'avez pas, on va dire, ces équipements technologiques, vous serez obligé à un moment d'aller vers d'acquérir ces équipements technologiques. Et sachant que chaque fois qu'on acquiert les équipements, chaque fois qu'on a de nouveaux équipements, automatiquement, on a, à 90% des cas, une réorganisation en interne des méthodes de travail. Cette saison d'Écho de l'Écho a permis non seulement d'éclairer des sujets complexes, mais aussi d'amorcer des réflexions de long terme sur des thèmes cruciaux comme l'économie verte, la digitalisation ou encore la souveraineté économique de l'Afrique. Alors que nous tournons la page de cette 4e saison, l'équipe Écho de l'Écho travaille déjà sur les sujets qui façonneront la 5e saison, avec l'ambition de continuer à informer, inspirer et fédérer autour des enjeux économiques. Nous n'allons pas refermer ce numéro spécial d'Écho de l'Écho sans dire un grand merci. Nous tenons à remercier nos invités, notre partenaire United Bank for Africa, UBA Gabon, et surtout vous, notre fidèle audience, qui êtes au cœur de cette aventure. Votre engagement et votre curiosité sont notre moteur pour continuer à produire des contenus de qualité. Alors rendez-vous pour la saison 5, où de nouvelles analyses, de nouveaux débats et de nouvelles voix viendront enrichir l'écho de l'écho.
Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.